Alors comme l'a dit Sonia, quand on est 10, on l'est toute la vie. Alors l'an dernier, on avait axé cette journée vraiment sur les enfants, sur leur parcours scolaire. Cette année, on a voulu appuyer un petit peu cette journée sur les jeunes adultes et les adultes, parce qu'on oublie souvent qu'effectivement, on est 10 aussi quand on est adulte. On doit encore compenser quand on est adulte. Donc je vais appeler 4 personnes qui vont témoigner chacun de son trouble d'apprentissage et qui vont vous expliquer comment ils le vivent au quotidien et dans leur vie professionnelle également. Et pour commencer, donc j'appelle Raphaël de Villèle. Applaudissez-le parce que c'est pas simple. Il n'a que 17 ans. Tu fais t'asseoir ? Assieds-toi là. Voilà, Raphaël qui est dyspraxique, qui a tout juste donc 17 ans, qui fait plus, mais il a 17 ans, et qui va un petit peu nous parler de sa dyspraxie. Alors, à quel âge as-tu été véritablement diagnostiqué ? Alors, pour ce qui est du diagnostic, ça a été évoqué assez tôt, puisque ça a été évoqué vers mes 8 ans, mais le diagnostic n'a pas réellement été posé, puisque à ce moment-là, c'était un sujet un peu tabou, on préférait ne pas en parler. Donc le diagnostic a vraiment été posé il y a 3-4 ans, dans ces eaux-là à peu près. Et comment tu as eu des aménagements sans que le diagnostic ait été posé finalement ? Alors je n'ai pas eu d'aménagement avant le diagnostic. Donc les aménagements sont arrivés après que le diagnostic ait réellement été établi par les médecins. Et tu as compensé comment ? Jusqu'à ce moment-là, j'ai compensé un peu comme j'ai pu, donc notamment avec la mémoire qui était un bon atout pour éviter de trop ralentir sur l'écriture. Parce que les symptômes de la dyspraxie, parce que peut-être que les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est, tu peux nous en parler ? Alors la dyspraxie, c'est une maladie une maladie entre guillemets. C'est un problème qui affecte notamment tout ce qui est coordination. Donc tout ce qui est motricité fine en fait, tout ce qui va être écriture ou même représentation visuospatiale, donc la manière dont on va se déplacer, dont on va calculer ses gestes, on va avoir c'est faussé. Donc ça veut dire que par exemple on va calculer un geste, il ne va pas être quand on va le réaliser, ça ne va pas être comme on l'a pensé au départ. Et ça empêche notamment l'apprentissage de plusieurs automatismes comme l'écriture. L'écriture qui au bout d'un moment devient un automatisme de prendre en note au fur et à mesure que le prof dicte. Pour un dyspraxique, ça ne marche pas. On est obligé de penser à ce qu'on écrit, comme si on était tout le temps en train d'apprendre à écrire. Donc une grande fatigabilité, j'imagine ? Oui. Pour l'écriture manuscrite, effectivement, on se fatigue très très vite. D'accord. Qu'est-ce qui a été mis en place finalement après le diagnostic pour améliorer tes conditions de travail à l'école ? Alors tout d'abord des tiers-temps, le tiers-temps pour tout ce qui a été épreuve et contrôle. Et puis notamment la prise de notes sur ordinateur, qui pour le coup m'a vraiment facilité la vie. Pour un dyspraxique, prendre des notes sur ordinateur, c'est nettement plus facile qu'écrire à la main. Donc ça permet de moins se fatiguer, d'être plus concentré sur ce que le dit le prof et pas sur ce qu'on doit noter. Donc vraiment pour apprendre l'ordinateur dans le cadre de la dyspraxie, c'est vraiment des meilleurs outils qu'on puisse avoir. Et ça a été facile de mettre en place ça à l'école ou il a fallu un petit peu de temps ? Dans l'ensemble, ça a été assez facile dans la mesure où au lycée, le médecin a été bien plus compréhensif que l'infirmière à laquelle nous étions heurtés au collège, qui elle a vraiment mis tout en œuvre pour freiner les procédures. Après, avec les documents attestant de la dyspraxie, en soi, ça a été très rapidement mis en place. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. C'est assez facile à mettre en œuvre pour peu qu'on ait affaire à une équipe pédagogique compréhensive. Aujourd'hui, tu fais quoi ? T'en es où de ton cursus scolaire ? Aujourd'hui, je suis en première année de licence de droit, donc à la faculté, ça se passe plutôt bien. Mais... Grâce à l'ordinateur aussi oui. Auquel tu as accès ? Grâce à l'ordinateur, c'est nettement plus facile déjà parce qu'en fac, on se rend pas compte. Enfin, on s'en rend compte du coup quand on arrive en fac, mais les profs vont très très vite. Il y a des profs qui dictent à une vitesse abominable.
Ah non, non, à prendre en note à la main, j'ai des amis qui, même sans être dyspraxiques, n'y arrivent plus. Ça va très très vite. Les profs vont à une vitesse folle en dictant, donc l'ordinateur, c'est vraiment... quand on est dyspraxique en faculté, si on n'a pas d'ordinateur, c'est difficilement jouable de prendre en note. On te remercie pour ce témoignage, on t'applaudit. Merci beaucoup, Raphaël. Et on souhaite que tu fasses une grande carrière dans le droit. On va essayer. Merci à toi. Maintenant, on va parler de la dysphasie. Alors, pour nous en parler, j'accueille Colline Magnien, qui elle a 19 ans, je crois, c'est ça ? Bientôt, bientôt. Merci, Colline. Donc Olive va nous expliquer un petit peu son parcours scolaire qui n'a pas été simple, qui n'a pas été facile avec sa dysphasie, et maintenant son parcours professionnel qui finalement est tout à fait épanouissant. Alors je te laisse en parler. Bah, du coup, j'ai été diagnostiquée, voilà, enfin bref, vous m'avez compris, à l'âge de 9 ans. J'étais au collège normal et au lycée normal. C'est deux périodes de l'année, enfin, ces deux collèges et lycées, ça a été très compliqué pour moi. C'est les profs, ils n'ont pas été compréhensibles envers moi, et du coup, c'est vrai que les difficultés, bah, je les ai ressenties. Et dis-nous juste un petit peu ce que c'est que la dysphasie. La dysphasie, c'est le trouble du langage oral. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer. Non, mais reste comme ça, c'est bon. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, mais reste comme ça. La difficulté, effectivement, tu penses un mot, mais tu dis autre chose quand tu le parles. Voilà, vas-y. C'est ça. Et après, je vais parler aussi ce qui m'a plutôt soulagée. Niveau scolaire, c'est en fait, je suis passée en voie professionnelle. Donc, j'ai fait énormément de stages. Donc, j'ai été 16 semaines en cours, 16 semaines en stage. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais peut-être plus compétente dans le milieu professionnel que dans le milieu scolaire. Donc, c'est vrai, j'ai passé par plusieurs étapes. Le bac pro, ils m'ont dit que c'était pas possible pour moi, que j'allais échouer. Donc, je suis passée par des formations. Pas par an... Ouais, plutôt des formations et non lycée. Donc c'est sûr que ça a été bénéfique pour moi parce qu'ils ils m'ont accompagné vraiment. C'était quoi tes formations? Des formations qualifiantes, hein, des formations en Diplôme d'État. Des diplômes d'État, d'accord. Je suis dans le social en fait. Du coup, c'est vrai que les personnes handicapées, bah, ils connaissent. Je fais une formation pour aide médico-psychologique. Donc je travaille avec des personnes handicapées. Et du coup, c'est vrai qu'ils comprennent un peu plus mes difficultés qu'au lycée et au collège, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font pour t'aider? Bah, ils prennent plus de temps avec moi. C'est mon formateur, il m'a pris 2 heures avec moi pour expliquer, par exemple, les dossiers. C'est des dossiers que je ne comprenais pas forcément. Du coup, il est resté avec moi pendant 2 heures à m'expliquer toutes les étapes qu'il fallait faire. Puis non, c'est les tiers-temps. Enfin, ils sont un peu plus compréhensibles en fait. Niveau de ça, ils veulent vraiment que je réussisse mon diplôme. Donc c'est vrai que c'est motivant, on va dire. C'est la première année où je trouve où je suis vraiment... où tu te sens bien, épanoui, entouré, encadré. Et alors qu'au collège et au lycée, bah, c'était pas du tout ça. C'était plutôt tu vas échouer, ton diplôme, bah, tu l'auras pas. C'est que des trucs comme ça. Donc la vie professionnelle, en tout cas ta future vie professionnelle, en tout cas, ta dysphasie n'aura pas de barrière pour arriver à ce que tu veux faire aujourd'hui. J'aurai toujours des petites difficultés, mais après, c'est vrai qu'en fait, avant, j'avais du mal à dire mes difficultés et savoir ce que je ressentais, mais maintenant, c'est vrai, je prends un peu plus peut-être confiance en moi. Donc du coup, je le dis peut-être forcément, par exemple, à mon équipe là avec qui je travaille. Donc c'est vrai, même en question professionnelle, bah, j'arrive à dire mes difficultés, là où ils sont, en tout cas. En tout cas, pour une dysphasique, moi je trouve qu'elle s'exprime très bien. Si tu veux juste, on va conclure par ça, passer un message à ceux qui sont dysphasiques ou qui sont dys tout simplement, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Et qui sont comme toi, tu as pu l'être en milieu scolaire un petit peu
en difficulté et qui n'arrivent pas à se dire je ferai rien de ma vie? De pas Pas baisser les bras. Pas baisser les bras, voilà, tout à fait. Et non, je sais pas, continuer sur la même lancée. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour nous. On doit travailler un peu plus, mais les efforts qu'on fournit tout le long de la vie, au bout d'un moment, on paiera le prix en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Mais tu l'expliques très bien. Voilà. Bravo Colline. Merci, tu peux aller t'asseoir. Bravo. Bon. C'était pas simple, mais bravo, tu y es arrivé très très bien. On va parler maintenant de la dyslexie. Je crois que la dyslexie, c'est peut-être le trouble qu'on connaît le plus parce qu'on en parle depuis déjà pas mal d'années. J'appelle donc pour en parler une jeune adulte, Monsieur Laurence. Laurent Jeanne, qui va venir vous parler de sa dyslexie. Voilà, qui a préparé son petit témoignage et qui va vous le lire. Bonjour. Donc je m'appelle Laurence, j'ai 48 ans et ce n'est qu'à l'âge de 41 ans que j'ai appris que j'étais dyslexique. Je l'ai su comme beaucoup de parents, quand mon fils qui lui est dyspraxique et TDAH a commencé à faire différents bilans. Un jour, une orthophoniste qui suspectait chez moi une dyslexie m'a proposé un bilan en précisant qu'on rééduquait aussi les adultes. Là, je me suis dit, super, je vais enfin savoir lire au même rythme que les autres et je vais arrêter de me questionner à chaque mot que je dois orthographier. Parce qu'à ce moment-là, naïvement, je croyais que rééducation, ça voulait dire disparition des difficultés. Bien, arrive le jour de la restitution du bilan et là, l'orthophoniste me dit qu'en fait, j'ai bien assez compensé et que donc on ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc là, ça a été un petit peu difficile à accepter. Mais en même temps, ce bilan m'a aussi permis de comprendre l'étendue en fait, des difficultés qu'on rencontre quand on est dyslexique et les domaines qui sont impactés. Alors moi, j'ai la mémoire qui est franchement impactée, la mémoire à court terme, la rédaction, l'organisation, en plus de la lecture et de l'orthographe. Et surtout, une grande fatigue engendrée par la compensation. Dans un deuxième temps, ce bilan m'a aussi permis, après un peu de réflexion quand même, d'accepter que je serais toute ma vie une mauvaise lectrice, rapidement fatiguée, désorganisée, que mon écriture elle resterait toujours laborieuse, que mon orthographe resterait approximative, et que ma maison ne serait pas un modèle de tenue. Ce que j'accepte moins, par contre, en tant qu'adulte, c'est d'être toujours pénalisée dans l'accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des informations, elles sont encore transmises par écrit, et c'est difficile pour moi d'avoir accès à... Donc avec un enfant qui est dyspraxique, je suis amenée aussi à devoir beaucoup m'informer et je suis vraiment pénalisée pour avoir les informations. Donc pareil aussi quand je vais dans une expo ou autre, il y a encore beaucoup de choses écrites pour comprendre et c'est difficile de se dire qu'au lieu de prendre du plaisir, je dois fournir un effort. Voilà. Alors en faisant un travail un petit peu plus de fond aussi par rapport à ce bilan m'a vraiment amené à me questionner. J'ai réalisé qu'avec la rééducation, j'espérais aussi pouvoir me débarrasser de la certitude d'être inférieure aux autres. Cette certitude, je l'ai acquise à l'école parce que c'est là que j'ai compris que j'étais pas capable de faire ce que les autres pouvaient faire avec, en théorie, un minimum de travail. Donc moi, je me suis construite comme ça. Par rapport à ce que je ne savais pas faire, puisqu'on a toujours beaucoup insisté sur ce que je ne savais pas faire et sur les compétences que je n'avais pas par rapport aux autres. Donc je me sens un peu comme le petit poisson dans la citation d'Einstein qui dit que si on juge un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Cette certitude d'être stupide, elle se manifeste aussi dans ma vie professionnelle par des choix de postes salariés, j'insiste sur le salarié, des choix un peu inférieurs à ceux auxquels je peux prétendre parce que j'ai quand même un diplôme d'architecte, il n'y a pas de mots, c'est plus simple, et puis malgré tout j'ai une expérience grandissante, donc je devrais pouvoir avoir accès à des postes de plus en plus importants, mais je ne me sens pas capable. Alors un jour j'ai eu le courage de me mettre à mon compte
Et en fait, en me mettant à mon compte, je me suis rendu compte que je supprimais l'autre de l'équation, c'est-à-dire celui qui m'empêche de croire en moi et qui est celui qui réussit toujours mieux que moi. Parce qu'on m'a toujours dit que les autres, ils y arrivaient et que donc moi, je devrais... Enfin voilà, mais moi, j'y arrive pas. Donc, être à mon compte aussi, ça me permet de travailler avec des partenaires et donc ça me permet de déléguer les tâches qui sont trop difficiles pour moi. C'est une sorte de compensation en fait que j'ai mise en place. Et je peux donc me concentrer sur ce que je fais le mieux. Et c'est très positif parce que vraiment, ça me permet de me lancer des défis et j'arrive à les relever. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est très valorisant, en fait, parce que je développe aussi un potentiel que je ne soupçonnais pas d'avoir tant que j'avais ce rapport à l'autre qui est compliqué, parce qu'on m'a toujours tellement dit que moi, je n'arrivais pas à faire ce que faisaient les autres. Voilà. Pour conclure, moi, je veux remercier mon fils d'être ce qu'il est, d'être très différent, et si génialement différent. Parce que grâce à lui, mon parcours a complètement changé. J'ai remis en cause plein de choses. J'ai adopté vis-à-vis de lui et de moi des comportements valorisants et bienveillants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'évertue plus à vouloir corriger mes lacunes. Je me concentre sur mes points forts, développés aussi grâce à ma dyslexie. Et je me fais aider sans honte lorsque je dois rédiger un texte. Et puis, quand je dois lire un document, je dis que je vais mettre du temps, que je ne vais pas être capable de lire aussi vite que les autres. Et maintenant, je vois mes compétences, mon potentiel, je vois ce que je dois à ma dyslexie, directement ou indirectement, comme la créativité, la ténacité, l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse. Et donc, si avant je croyais juste être un petit poisson qui ne pouvait pas grimper aux arbres, aujourd'hui, je sais que je suis aussi un poisson qui peut traverser les océans. Voilà. J'en profite pour dire que tout ce que vous voyez dans les livrets, par exemple, des visiteurs, dans les écrans, tout ce qui est graphisme, c'est Laurence qui l'a fait. Toutes les mises en page, surtout une super infographiste.